Allez, c'est parti pour les 100 vidéos comment manager un bateau habitable à deux, pour ne pas perdre de temps, parce que le temps c'est de l'argent, et quand tu as de l'argent, eh bien tu peux acheter un bateau, et quand tu as un bateau, eh bien faut apprendre à naviguer, et pour ça, faut regarder mes vidéos. Alors on perd pas de temps, tu cliques sur le lien en bas, tu t'abonnes à ce YouTube channel. Les deux points clés, quand tu vas rechercher des vidéos sur la page Patreon, il y a un listing, tu regardes le titre que tu cherches et le numéro de la vidéo, et là tu cliqueras sur le lien et clac, ça t'enverra sur la vidéo que tu recherches. Allez, c'est parti, les 100 vidéos, comment gérer un voilier. Allez, c'est parti avec la dernière vidéo de cette trilogie sur comment on choisit un bateau, où on trouve un bateau à prix abordable, et le coût de la vie sur un voilier autour du monde. Suite à ça, les amis, on va attaquer des vidéos donc, qui vont rentrer dans le vif du sujet. Les deux premiers thèmes que je vais sûrement aborder, c'est l'électricité à bord et la mécanique. Donc sur l'électricité, on va attaquer sur la prochaine vidéo sur les sources d'électricité possibles sur un bateau. Donc panneaux solaires, éoliennes, hydrogénérateurs, alternateurs, etc., etc. Et surtout ce que j'en pense, le retour après 10 ou 12 ans sur des bateaux où j'ai testé ça sur des tas de voiliers. J'ai un gros retour sur tous ces ustensiles et leur efficacité, et pourquoi certains sont efficaces et pourquoi d'autres ne le sont pas. Bref, allez, on revient sur donc, le coût de la vie sur un voilier. C'est assez compliqué de donner un chiffre sans vous mettre de suite devant le tableau Excel de mes dépenses, parce que ça dépend quand même il y a des facteurs qui sont incompressibles, et puis il y a des facteurs qui le sont. Ça dépend aussi du type de voilier que vous avez. Alors là, vous avez lu ça sur des tas de forums, mais bon, il faudrait rentrer dans le sujet, je ferai ça dans la partie Patreon derrière. Mais ça dépend voilà, du type de voilier que vous avez et du type de vie que vous avez. La personne qui vit avec un catamaran de 45 pieds et quelqu'un qui vit avec un monocoque de 38, forcément ils n'ont pas les mêmes dépenses. Ne serait-ce que déjà le prix d'une marina, l'entretien du bateau. Donc là, il y a quand même des facteurs qui sont quand même importants. Et puis après, il y a les facteurs personnels qui sont notre type de vie. Il y a pas mal de gens qui rêvent, qui se disent ouais, on peut vivre sur un bateau autour du monde avec 500 € par mois. J'en connais qui l'ont fait, mais c'est comme vivre en France avec 800 €. C'est compliqué quand même, il faut le dire. Et puis il y a des gens qui ont des budgets assez élevés, qui sont aux alentours de 1800-2500 €, ce que je considère élevé. Je ne parle pas des bateaux, voilà, l'ancien yacht sur lequel j'étais, on est au-delà de ces... J'étais avec Yannick Noah d'ailleurs, pour ne rien dire. Bon, Yannick, avec son 63 pieds, on était sur des tarifs bien plus hauts que ça. Mais voilà, ça dépend des tailles de bateaux. Donc voilà, le prix vraiment, ne rêvez pas, je vais traiter ça dans la partie d'après, ne rêvez pas sur des prix très bas, et par contre ce que je peux vous assurer, c'est que le budget peut s'envoler très vite. Ça c'est vrai, ne prévoyez pas un budget qui est trop serré, ça c'est les conseils que je peux donner, parce que le moindre petit détail que vous allez avoir sur le bateau, genre vous prenez du gros temps, la voile d'avant elle flappe parce que l'enrouleur de winch s'est bloqué, ça nous est tous arrivé, ça arrivera à tout le monde, ou que le mec t'es en train de dormir la nuit, ça traîne sur le winch, tu lui fais mal, et ben va falloir le réparer. Alors ou tu sais réparer une voile et tu vas faire une réparation provisoire, on fera aussi ça de la réparation de voile, mais à un moment donné il va falloir que tu passes chez un sailmaker, et le gars qui va te réparer le voilier, qui va te réparer la voile, il va pas te le faire gratuit. Donc là de suite, bam, ça c'était pas prévu dans tes dépenses, ça va aller vers le haut. Puis il y a des choses qui sont autour du monde auxquelles on prévoit pas trop, mais auquel on est obligé de passer, c'est un peu ennuyeux. Le gaz par exemple, vous allez voir que tu pars, ici ils ont du propane, là ils ont du butane, ils remplissent pas du propane dans les bouteilles à butane. Ta bouteille européenne, tu arrives là, tu veux faire un échange, quand tu es à la Martinique, ils prennent pas les bouteilles françaises, il faut que tu prennes la bouteille de la Martinique, donc tu achètes une bouteille avec une consigne, mais tu t'en vas, donc
Franchement, la bouteille, tu vas la perdre, à moins que tu repasses dans la Martinique plus tard, etc. Voilà, tu vas arriver ici, dans la zone US, voilà, c'est du propane, donc ça, c'est incompressible. Il va falloir changer des bouteilles, acheter des adaptateurs. Pareil pour les prises de quai, je sais pas si vous avez essayé de regarder ça, mais prise de quai c'est l'enfer. Dans chaque marina ils ont des prises de quai différentes. Dès que tu sors de l'Europe, c'est fait. L'arrosage, enfin pas l'arrosage, mais les tuyaux d'eau, les embouts des tuyaux, c'est pareil, c'est partout pareil, c'est différent. Ça, c'est des choses, tu vas être obligé d'y passer. Le gaz, tu vas être obligé d'y passer. Les bonbonnes de gaz pour ton camping-gaz ou ton barbecue extérieur, tu vas voir que dès que tu sors de l'Europe, c'est plus ça. Là, aux États-Unis, c'est un autre système, c'est pas les mêmes vis. Moi, j'ai un barbecue à charbon, par exemple, pour éviter ça, parce que le charbon, c'est du charbon. Ouais, ça, tu vois, tu le sais pas, tu dis tiens, on va prendre un barbecue à gaz, c'est vachement plus sympa. Finalement, le charbon sur un tour du monde s'avère beaucoup plus économique, et puis surtout, ici, par exemple, ils prennent les noix de coco, ils les stockent, ils récupèrent tout un tas de trucs, il y a de la bourre qui traîne partout sur la plage. Là où je suis, je peux faire des barbecues pendant 200 ans si je veux. Tu vois, ça c'est des choses, je ne paierai pas le gaz pour faire des barbecues, il y a des pines de pain, etc. Donc il y a ces facteurs-là, les dépenses du fuel. Si tu fais beaucoup de moteurs ou pas, ça va changer. Mais bref, et puis il y a des choses sur lesquelles on va vraiment pouvoir jouer, mais c'est compliqué. Et aussi, il y a l'income, comment tu peux faire rentrer de l'argent pendant ton tour du monde pour faire tomber cette caisse de bord. Parce que cette caisse de bord, c'est la question qu'on a tous, où on a loué un bien en France, et on a cette rentrée d'argent qui est continuelle, et c'est pas mal, et déjà on peut compter là-dessus. Ou c'est pas le cas, bon, il y a ceux qui essaient de jouer avec le système des acédiques ou je sais pas quoi là, bon ça c'est, faites pas ça, évitez, de toute façon c'est pas la bonne méthode, et puis quand on est en train de faire du bateau, on n'est pas en train de chercher du boulot. Et puis il y a vos compétences personnelles, les négligez pas, elles peuvent être utiles. Travailler sur les îles aussi, ça c'est quelque chose que les gens pensent qu'ils peuvent faire, ils sont de plus en plus, alors pareil, ça, à mettre entre guillemets, j'ai entendu qu'à la Martinique, ils voulaient faire changer la loi, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu arrives avec un bateau à la Martinique, si tu veux travailler et que tu vises ton bateau, il faut le faire franchiser. La même chose à Tahiti, il faut le faire papétiser. Tahiti, je connais mieux parce que, voilà, le faire papétiser, donc il y a un mec qui vient, il expertise ton bateau, et tu payes une taxe qui est 20% du prix de l'expert. Bon, tu te doutes bien qu'il expertise un petit peu au-dessus de ce que c'est. Martinique et Guadeloupe, c'est un peu la même chose, il faut que tu y passes. Il y a des gens qui jouent, ça se passe très bien, mais bon, les douanes passent quand même, donc ça c'est pareil, c'est des choses... c'est mieux de... Alors, c'est mieux de faire les choses dans les règles, donc ça c'est des choses sur lesquelles vous n'allez pas trop pouvoir compter. On se dit toujours je vais travailler en cours de route en faisant la caisse de bord, ça marche, hein, il y en a plein qui le font, je ne vais pas enlever des rêves et je ne vais pas dire que c'est pas faisable. Je pense pas que ce soit jouer avec le feu, c'est pas super. Allez, je vous donne une petite astuce qui marche pas trop mal en ce moment, c'est le fameux Airbnb. Le Airbnb, ça marche pas trop mal, faire des locations de bateaux. Faites attention, vous faites ça, vous voyez, moi je suis aux Bahamas ici, je vais pas faire de Airbnb avec mon bateau. Le Airbnb, c'est vous louez le bateau à la nuit. Comme les gens qui veulent venir, ils ont une chambre d'hôtel, ils viennent pour 2 jours, t'es à bord, donc voilà, t'as des gens pendant 2 jours, tu mets quelque chose qui est, pour ceux qui ne savaient pas, et moi je peux pas faire de Airbnb aux Bahamas, parce que si je fais du Airbnb aux Bahamas, je suis pas, comment dirais-je, déclaré en tant qu'hôtel ou bateau de charter. Il y a une licence à prendre ici, elle vaut un certain prix. L'année dernière, ils ont saisi 3 bateaux ici, par exemple. Donc c'est des choses, on se dit ouais je ferai du Airbnb entre chez là et là, et puis finalement au dernier moment tu te rends compte quand tu parles avec les gars qui sont autour que ils ont saisi les bateaux quoi. C'est un gros jeu auquel t'as pas trop envie de jouer, donc je vous le déconseille aussi. Ça devient de plus en plus dur, les caisses de bord, vous avez vu, quand vous prenez les équipiers là vous allez voir ce que m'ont rapporté mes équipiers. Bon moi j'ai une caisse de bord, elle a grosso modo, sur 8 mois, je crois que j'ai gagné 500 € sur les caisses de bord. Donc vous voyez ce que ça a fait. Le reste, ça a juste couvert les frais généraux. J'avais des caisses de bord très basses, ce qui fait que c'est très facile de trouver des équipiers.
Vous avez vu sur toutes mes vidéos depuis le début, j'ai toujours du monde à bord. On était 6 pour la Transat. Là, on était, bon, je savais que ça allait être compliqué pour remonter. Il y avait deux crews à bord avec une caisse de bord. Donc la caisse de bord, c'est assez facile. Mais aujourd'hui, il faut bien la rentrer en tant que caisse de bord. Les impôts, ils pensent que parce que tu charges un mec 20 ou 30 euros par jour, tu es en train de faire de l'argent sur son dos. Et en fait, pas du tout, parce que vous allez voir dans le fichier Excel, une fois que tu as mis la nourriture, une fois que tu as mis le fuel, une fois que tu as mis la marina que tu as dû faire parce que tu as été obligé, une fois que tu as mis ce que le mec il t'a cassé à bord, parce qu'ils cassent tous un truc, c'est pas leur bateau, ils font attention, mais bon, quand ça bouge, ils te pètent une assiette, un plat, il faut nettoyer les draps, les amener, ici, faire une lessive, c'est de suite 30 $. Bon, voilà. Allez, on passe sur les chiffres, je vais pas faire un monologue là-dessus, on passe sur les chiffres sur l'ordinateur, puis je vais vous donner les astuces, je veux pas les donner là parce que, voilà. Allez, on va sur les chiffres sur l'ordinateur et derrière, je vous fais le petit plus de chez M. Balzen. Allez, la suite est réservée à nos Patreons, le petit plus de chez M. Balzen, il arrive, il est là, donc là, tu cliques, tu auras la vidéo complète avec les petits détails sur la page Patreon, elle est complète, tout y est. Allez, merci à